Bonsoir à tous, nous sommes en compagnie du député Max Mathiazin. Avec lui, nous ferons un petit tour de la visite du ministre de l'Intérieur, mais aussi du ministre délégué des Outre-mer. Et puis, nous parlerons de sujets qui intéressent, qui vous intéressent, vous, Guadeloupéens. Max Mathiazin, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à la Guadeloupe et qui nous regarde, qui nous écoute, et bonsoir Madame Boissé. Alors au chrono, 25 minutes, Max Mathiazin, pour répondre à quelques questions, notamment la visite, je l'ai dit tout à l'heure, du ministre de l'Intérieur, mais aussi de la ministre déléguée des Outre-mer. Max Mathiazin, alors, ce qu'on a pu retenir de cette visite, deux choses. Les planteurs qui ont beaucoup de difficultés et qui sont en colère, nous y arriverons tout à l'heure, et puis ce couvre-feu concernant les mineurs, couvre-feu dès 20h à partir d'aujourd'hui, couvre-feu pour certains quartiers des Abîmes, mais aussi de Pointe-à-Pitre. Alors, c'est vrai que le maire de Pointe-à-Pitre avait tiré la sonnette d'alarme. Est-ce pour vous une solution, alors couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes? Oui, alors il y a eu cette visite du ministre, mais il y a eu cet appel qui a été lancé par le maire de Pointe-à-Pitre. Harry Durimel. Harry Durimel qui a lancé un appel extrêmement poignant, pressant, on s'en souvient tous, et Harry Durimel, ce jour-là, dans une audio, a même menacé de démissionner si des mesures n'étaient pas prises. Alors évidemment, moi je savais déjà que le ministre des Outre-mer venait en Guadeloupe, puisque lorsqu'il était venu à la demande du groupe Lyot, lorsque nous avons tenu nos journées parlementaires en Guadeloupe, il y avait passé une demi-journée, on va dire, et il avait promis de revenir en Guadeloupe et dans le pays. Et ce retour était prévu pour le mois de mars. Et en réalité, compte tenu des différents problèmes qu'il y avait à gérer sur le terrain dans l'Hexagone, et il est arrivé ici, il a décidé de venir le 13 mars. Alors je note en ce qui concerne la ministre des Outre-mer, Madame Marie Guévenoux, que c'est son deuxième passage en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, nous avons, nous les députés guadeloupéens, mais pas seulement guadeloupéens et ultramarins, nous n'avons pas eu la chance, en tout cas, malgré nos appels et nos demandes, d'avoir une réunion réelle avec elle. C'est-à-dire pourquoi? Mais je ne sais pas. C'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Et elle reste, à mon avis, un peu trop à la périphérie de ce problème, dans la mesure où des problèmes qui nous concernent, dans la mesure où on ne peut pas penser. Mais elle est venue ici avec le ministre de l'Intérieur. Mais on n'a pas connu avec les élus. En tout cas, elle a rencontré le président de région département. Mais les élus n'ont pas connu une véritable réunion. Quand vous dites les élus, vous parlez les autres élus. Les parlementaires. Les parlementaires, et pas que, mais aussi les maires n'ont pas connu une véritable réunion de travail avec elle. Bon, passons sur ce sujet. Donc, M. Darmanin vient ici. Un manque de considération de la part de. Je ne sais pas, j'ai l'impression que. Bon, il est allé souvent à Mayotte, mais j'ai l'impression que face aux difficultés, aux problèmes qu'il y a dans ces je dirais, ces 13 territoires, départements, régions ultramarins, eh bien, peut-être que. Elle savait ce qu'il attendait. Elle n'a pas encore véritablement pris toute la mesure des difficultés, ou bien elle se rend compte qu'il y a des difficultés et qu'il faut, ce qui se passerait et qu'il faut les affronter. Et donc, là, on peut se poser la question. La deuxième chose, c'est la visite de M. Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, accompagné de Marie Guévenoux. Je dirais tout simplement que M. Darmanin est venu, bien sûr qu'il a annoncé un certain nombre de mesures, notamment sur la question des sargasses, etc., sur la question de l'eau. Mais il y a des communes qui ont été bien pourvues. Hein. Toujours est-il que le fait marquant, le plus marquant, c'est l'opération Place Nette qui a eu lieu symboliquement dans Pointe-à-Pitre au deuxième jour de sa visite, au premier jour de sa visite plutôt, et la rencontre qu'il y a eu à la résidence préfectorale à Saint-Claude avec l'ensemble des maires de la Guadeloupe et les parlementaires.
Et c'est là qu'il a annoncé la question du couvre-feu, la décision de mettre en place un couvre-feu de 20h à 23h. À 5h du matin. À 5h du matin, pardon, pour les jeunes de 15 qui sont des jeunes mineurs, donc jusqu'à 18 ans, à partir de ce, donc qui prend effet ce soir. Alors moi, comment je vois les choses? Alors je sais que ça fait couler beaucoup d'encre. Et vous savez, ce n'est pas une question de voir les choses de façon toute noire ou toute blanche. Je dirais que la question de la délinquance, il faut dire le mot, des mineurs, des faits de violence commis par des mineurs, des faits de violence d'une manière générale en Guadeloupe, est une réalité. Et cette réalité-là, on ne peut pas le nier. Alors évidemment, un couvre-feu pour une période de mois. Non ? Un mois d'abord, après on fera un bilan. Oui. Et puis on verra, ça ira jusqu'à 2 mois, mais il y aura un premier bilan à mi-parcours, je dirais, d'1 mois. Personnellement, je considère cela plutôt comme un appel, comme une façon pour nous de prendre conscience, nous, Guadeloupéens, qu'il faut que nous mettions en place. Un appel de la part de qui? Un appel à nous-mêmes, à notre conscience. Parce que ce sont nos enfants, les enfants des Guadeloupéens. Mais c'est le ministre qui a décidé. Non, le ministre a décidé, mais le ministre a décidé. Mais le ministre a décidé après avoir discuté avec... après l'appel de M. Durimel, qui était poignant, parce que, souvenez-vous, qu'il a menacé de démissionner, et en soulignant dans son intervention qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sont concernés. Donc, si vous réécoutez l'intervention de M. Durimel... Je l'ai écouté, réécouté. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a eu peur de la démission du maire de Pointe-à-Pitre? Non, ce n'est pas... je ne crois pas que ce soit ça, puisque le maire de Pointe-à-Pitre n'a pas démissionné. Le ministre a pris cette disposition. Je crois que nous, de notre côté, nous avons la formation professionnelle normalement. Nous avons l'insertion par enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire que la région a l'insertion, la formation professionnelle, le département l'insertion, les communes ont des compétences, notamment par les comités de lutte de conseil de lutte contre la délinquance, et que nous pouvons mettre en œuvre. Mais justement, nous ne pouvons pas attendre, nous n'aurions pas dû, nous n'avons pas à attendre la venue d'un ministre et qui aujourd'hui prend une mesure et qui est mise en œuvre pour dire on est contre, on est pour. Il aurait fallu que les choses soient faites déjà entre nous. Mais justement, vous me permettez d'arriver à cette question que j'allais vous poser. Justement, les élus demandent plus de pouvoir. Les élus disent que le gouvernement est en train de recentraliser, de resserrer les choses. Mais lorsqu'il y a des problèmes, les élus, à la première, je vais dire, au premier problème, tirent la sonnette d'alarme et s'orientent systématiquement vers l'État. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de plus de pouvoir tout en demandant à l'État d'être là, d'être présent à chaque problème sur le territoire? Oui, mais nous sommes encore régis par l'article 73 de la Constitution. L'État a un certain nombre de pouvoirs et qui sont des pouvoirs régaliens, notamment la police, l'armée, la monnaie, pour le moment l'éducation nationale par exemple. Et il s'agit que l'État joue son rôle. Mais lorsqu'on a dit ça, et après? Mais je reviens sur tout le reste. Le développement économique, tout ce qui est développement économique, tout ce qui est politique sociale, politique culturelle, politique de la formation professionnelle, ce qui intéresse la jeunesse, ce que nous devrions saisir à bras le corps et pouvoir discuter et décider entre nous, eh bien si ce n'est pas mis en œuvre entre nous, il est évident qu'un couvre-feu décidé par un ministre apparaît comme quelque chose qui tombe, je ne dirais pas à plat, mais qui arrive dans une société où effectivement les problèmes après le couvre-feu, où les problèmes vont demeurer. Et c'est la raison pour laquelle je dis que aujourd'hui, il faut se dire qu'il est important que ce couvre-feu que le préfet a l'ordre de mettre en œuvre et qu'il a
mis en œuvre ce soir, à partir de ce soir. On a vu que le maire des Abîmes n'est pas d'accord. Le maire des Abîmes, oui, le maire des Abîmes n'est pas d'accord, mais il n'y a pas moins de faits de délinquance sur le territoire de la ville des Abîmes. Parce que je vous signale que si vous... Mais pour lui, ce n'est pas une solution. Oui, mais vous regardez les chiffres comme nous. Vous regardez les chiffres comme nous, comme moi. Et vous voyez bien qu'il y a une concentration. Quand je dis une concentration, ce n'est pas pour jeter l'anathème, ce n'est pas pour attirer le regard et mettre à l'index les villes de Pointe-à-Pitre ou des Abîmes. Mais sauf que dans cette conurbation urbaine, dans cette concentration urbaine, il faut dire qu'il se passe des faits qui sont en augmentation et qui sont, qualifiant les choses, des faits de violence, des faits de délinquance qui se passent parfois, et vous avez vu les vidéos comme moi, vous les voyez, en plein jour. Donc pour le moment, il faut prendre une disposition. La disposition passe par l'éducation, quand je dis l'éducation, je parle de l'éducation nationale, l'école, mais passe aussi par les initiatives des parents, par l'initiative des collectivités territoriales. J'en appelle à un sursaut de la Guadeloupe sur ces affaires de délinquance, sur ces affaires, ces faits c'est de la petite ou de la grande délinquance, sur le fait qu'il faut tenir, je dis bien, tenir nos enfants en matière d'éducation. Alors on focalise aussi l'attention là-dessus, on parle beaucoup de jeunesse, donc on a vu la délinquance, il n'y a pas que la délinquance où on utilise les armes, on parle aussi beaucoup de délinquance routière, on parle de jeunes circulant dans des véhicules non assurés, par exemple, et ça a été mis en lumière récemment, mais Max Mathiasin, vous êtes un député, donc je m'adresse vraiment à vous en tant que député. Lorsqu'on voit qu'un jeune qui a un véhicule, un jeune conducteur, lorsqu'on voit qu'il a des difficultés pour s'assurer, mais aussi lorsqu'il y arrive, c'est 1 600 € minimum pour une petite voiture, un petit véhicule. Donc, est-ce que là aussi, tout n'est pas mis en œuvre pour justement qu'il y ait cette délinquance routière, circuler sans permis? Lorsqu'on voit Max Mathiasin, comment ces jeunes, lorsqu'ils ont un problème, un accident, eh bien, ils sont radiés de l'assurance rapidement. Lorsqu'on prend en compte tout cela, est-ce qu'il ne faut pas activer d'autres leviers? Et est-ce que vous, députés, vous avez pris à bras le corps aussi ce problème-là? Oui, alors vous me dites que c'est parce que les jeunes ne sont pas assurés, donc ils peuvent rouler n'importe comment, ils ont des difficultés. S'ils sont radiés, c'est parce qu'on ne radie pas quelqu'un si la personne ne commet pas une faute routière. Moi, je circule sur les routes. Et vous savez comme moi, et vous en êtes victime aussi quelquefois, les jeunes ne stigmatisons pas les jeunes, des personnes qui roulent de manière inconsidérée, inconséquente, à des vitesses folles sur les routes qui vous dépassent. Et quand je dis les personnes, ce sont souvent 2-3 voitures qui se suivent et qui sont manifestement dans un rallye ou dans une course automobile sur la voie, mettant en danger la vie des autres. D'autre part, nous savons très bien qu'il y a des jeunes, mais pas seulement des jeunes, des personnes qui conduisent sous l'emprise de l'alcool, qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants, et que tout cela est très accidentogène. Et si les assurances ont augmenté, c'est aussi du fait que les coûts des véhicules augmentent, les accidents, le nombre d'accidents augmente. Donc, il y a de cela. Donc, on n'est pas radié comme ça d'une assurance. Faut pas se... Je parle de ceux qui ne peuvent pas payer cette Ceux qui assurance. ne peuvent pas payer, quand vous achetez une voiture, Madame Boissette, quand vous achetez une voiture, ça dépend quel véhicule vous achetez. Mais vous pouvez, personnellement, moi je suis à une assurance, et le coût de mon assurance, de ma police d'assurance, n'est pas à ce prix vertigineux. Par conséquent, il y a beaucoup de véhicules. Il y a beaucoup de véhicules sur les routes parce que le transport n'est pas organisé, notamment en Côte-sous-le-Vent. C'est ça le vrai problème, et que nous avons pris l'habitude de la voiture aujourd'hui, et qu'il est difficile pour quelqu'un de se déplacer si cette personne n'a pas, pour aller d'un point à un autre, n'a pas un véhicule, une voiture. Donc ça, c'est important. Mais ça n'exclut pas et ça n'exclut pas que nous puissions faire attention, respecter le code de la route, et ça n'excuse pas que nous ayons une conduite débridée sur les routes, mettant en danger sa propre vie et la vie des autres. Permettez que je puisse compléter ce que je disais. Alors,
vous êtes très attaché à la continuité territoriale, vous êtes très attaché à ce qu'il y ait justice, équité. Vous êtes venu sur ce plateau même pour en parler et vous étiez outré de certaines choses. Alors, comment expliquer, et c'est là où je voulais en venir, que le coût des assurances ici est beaucoup plus important que les assurances dans l'Hexagone. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Les coûts des assurances ne sont pas plus importants que les coûts dans l'Hexagone. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a différentes sociétés d'assurance. Et lorsque vous négociez avec vos sociétés d'assurance, eh bien, il y a la concurrence entre les sociétés d'assurance et on ne peut pas dire que les coûts sont plus élevés. D'ailleurs, peut-être que vous avez mené l'enquête, mais moi, je n'ai pas les éléments. Est-ce que vous avez des éléments de comparaison, par exemple? Oui, et puis... par véhicule, hein? Oui, justement. Par véhicule, parce que lorsqu'un jeune achète une voiture en Guadeloupe aujourd'hui, lorsqu'un jeune achète une voiture en Guadeloupe, surtout, et pourtant il est jeune conducteur, il ne prend pas la plus petite cylindrée. Hein? Croyez-le. Pas tous. Voilà, non mais... Le coût d'assurance de votre véhicule est fonction du cylindrée de votre véhicule. Par conséquent... Et de ce que vous pouvez payer aussi. Oui, mais de ce que vous pouvez payer. Vous achetez peut-être une voiture d'occasion, une voiture neuve, mais ça dépend de l'âge de véhicule, ça dépend de votre nombre d'années de permis, enfin, etc. Mais je voudrais avoir cet élément de comparaison. D'ailleurs, je vais faire cet élément de comparaison. Sachant que les coûts des assurances ont augmenté, des primes d'assurance ont augmenté considérablement, pas seulement en Guadeloupe, mais ces dernières années, continuellement, on a vu les coûts augmenter d'une manière générale. Le député n'a pas de pouvoir sur le coût, la fixation. Parce qu'on a tendance à faire croire que lorsqu'on est député, on a tous les pouvoirs et qu'on peut intervenir dans tous les domaines. On n'a pas le pouvoir d'intervenir pour dire que ça relève de la continuité territoriale. Ce que nous avons fait en matière de continuité territoriale est un travail considérable, est un pas considérable par rapport au passé. J'en veux pour preuve le fait que cet amendement que j'ai fait adopter l'année dernière, qui permet de prendre en charge le coût du transport, du séjour. Le coût du transport était déjà pris en charge, mais des enfants, des parents, des familles, des proches, des enfants malades, pas plus tard qu'avant-hier, hein. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais quelque part avec une paire que j'ai rencontré un médecin qui me disait, un médecin que vous connaissez d'ailleurs, qui me disait qu'il y a un enfant qui doit partir et c'est parce qu'on découvre une maladie très grave à cet enfant et que finalement j'étais vraiment assez ému et en même temps assez fier de savoir qu'on a pu faire ça pour que ses parents puissent se relayer quand les parents, parce que l'enfant part pour des séjours qui durent minimum même 6 mois, parfois jusqu'à 3 ans, quand l'enfant survit. Donc c'est un travail considérable que nous menons. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est une majorité, c'est un ensemble de députés qui sont 577. Nous, on est 27 ultramarins. Et on se bat. Donc vous n'avez pas le poids suffisant on a suffisamment pour faire avancer on a suffisamment de poids parce qu'on arrive à faire avancer des causes. Ce n'est pas une question de dossier, c'est de faire avancer des causes avec une voix bien haute, bien forte. Et lorsque vous avez cette voix-là, cette possibilité de négocier, cette possibilité de vous faire entendre, et bien vous arrivez à vous faire entendre. Alors justement, concernant les planteurs, concernant la canne, concernant l'agriculture en général, Max Mathiazin, vous avez dit, hein, vous êtes emparé de ce dossier-là. Alors est-ce que, et là on ira franco, la canne sous perfusion depuis très longtemps avec des difficultés. On a même demandé aux agriculteurs d'avoir recours à la diversification, d'abandonner un petit peu la canne parce que cette canne n'a pas d'avenir pour certains. Alors là, vous vous battez. Est-ce que vous dites on se bat aux côtés des planteurs? Est-ce que ce n'est pas... un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ce n'est pas un leurre de dire on se bat? Est-ce que la canne a encore de l'avenir? En langage de vérité. Toutes les agricultures sont subventionnées aujourd'hui. Il n'y a pas que la canne. En Europe, par exemple, vous savez que les agricultures européennes, et en France notamment, les agriculteurs se sont battus parce qu'ils n'arrivaient pas à tirer un revenu, ils n'arrivent pas à tirer un revenu de leur travail, c'est-à-dire de leur exploitation. Parce que quand vous regardez le coût
le salaire, ce qu'il reste à vivre à un agriculteur, même en France hexagonale, vous vous rendez compte que souvent c'est 600, 700 euros quand il gagne de l'argent sur l'exploitation. Et c'est un labeur extrêmement difficile. D'abord, ça c'est une première chose. Donc les agricultures, d'une manière générale, sont subventionnées. Personne ne peut dire que l'agriculture en France hexagonale est une agriculture qui vit sans subvention. La deuxième chose, c'est que la canne nous a façonnés. Moi qui vous parle aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais je suis le fils d'une attacheuse de canne. Les gens ne connaissent pas ça, puisque maintenant, aujourd'hui, ce sont des machines qui coupent la canne. Mais lorsqu'il fallait mettre des piles de canne, empiler la canne, et attacher la canne, et faire ce qu'on appelle 17 piles canne pour te gagner journée. Moi, j'ai connu ça dans les champs de canne avec ma mère. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je suis sensible à cette canne qui a façonné notre paysage, qui a façonné notre corps. Et qui a façonné Est-ce qu'il faut pour autant préserver? Il faut préserver, pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un revenu quand même considérable de la canne, contrairement à ce que l'on pourrait penser, même si la canne est subventionnée comme toutes les cultures, dans la mesure où la canne, c'est quand même 65 millions d'euros, quand même 65 millions d'euros à la Guadeloupe. Mais le fond du problème, c'est de demander à monsieur le directeur général de Gardel, est-ce qu'il pense que des personnes qui plantent, qui cultivent, qui récoltent, peuvent être payées en dessous du prix qui soit un prix de revient. Autrement dit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un prix rémunérateur pour leur travail? Et toute la question est là. Et vous savez très bien que la canne produit plus de richesses qu'on ne le dit. Car il y a ce fameux décret. Quel est l'intérêt de ne pas dire la vérité? Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que les planteurs sont payés sous la base d'un vieux décret de 1964, autour duquel le décret dit clairement que les planteurs doivent être payés à la richesse saccharifique, mais également doivent percevoir un revenu, si je puis dire, je ne dirais pas un surplus, mais un revenu sur les produits dérivés de la canne, et pas seulement de la tonne de canne à la richesse. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on leur a payé à peu près le prix de la canne à la richesse selon la teneur en sucre, mais savez-vous qu'on extrait de la canne à peu près, on va arrondir à 20 millions de litres de mélasse. Et parce que là, il faut que les Guadeloupéens comprennent l'engagement et la demande des agriculteurs, des petits planteurs. 20 millions de litres de mélasse. Et pour 2 litres de mélasse, vous obtenez 1 litre d'alcool. 1 litre de rhum, par exemple, ça veut dire que vous avez 10 millions de litres de rhum en moyenne. Bon, il y a des années où, il y a 2 ans, c'était 13 millions de litres. Ça veut dire qu'il est prévu et qu'ils puissent avoir quelque chose sous la mélasse qu'on ne leur donne pas vraiment, qu'on ne leur donne pas. Et puis, la bagasse. La bagasse produit l'électricité. Personne ne peut démontrer le contraire. C'est 4,5 millions la valeur de l'électricité produite en bagasse à Gardel. Par Gardel avec Bioma et une partie est vendue pour EDF. Pour l'instant, Gardel a placé ses salariés en chômage partiel. Eh bien, si Gardel place ses salariés en chômage partiel, c'est que Gardel a de quoi payer les salariés, parce que vous savez que les salariés ne sont pas en chômage partiel ou technique sans percevoir quelque chose. Donc plutôt que de payer, d'aller vers une aventure en disant on va payer le chômage partiel, il vaudrait peut-être mieux que Gardel revienne autour de la table pour discuter et octroie le vrai prix, parce que les bénéfices sont cachés, on le sait très bien, et que d'ailleurs, si Gardel fait des bénéfices, vous voyez le bilan de Gardel extrait des bénéfices qui ne sont pas négligeables. Par conséquent, Gardel devrait revenir et payer le juste prix. Mais si Gardel décide de fermer ses portes, que va-t-il arriver? Si Gardel décide de fermer ses portes, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas des Guadeloupéens qui seraient capables de reprendre cette usine qui détient le monopole. Alors lorsqu'on dit que les choses vont mal, qui a envie de reprendre? Eh bien, je ne sais pas qui a envie de reprendre, mais qui a envie de mourir? Parce que les agriculteurs, ce qu'ils demandent, les planteurs, c'est de vivre. Ils demandent de vivre, ils demandent à vivre et de vivre du fruit de leur labeur, de tirer un revenu. Sans usine, pourront-ils? Écoutez, moi de temps en temps, j'achète un peu d'engrais pour mes plantes, etc. Le prix de l'engrais a doublé. Le prix des machines à couper a augmenté. Tout a augmenté. Et il ne peut pas nier ça. Aujourd'hui, mon vrai combat, mon engagement avec d'autres, et notamment le député Christian Baptiste,
puisque Gardel est dans sa circonscription. Moi, j'ai Béron qui est dans ma circonscription. Je ne me suis pas rendu comme ça auprès des agriculteurs. Ils ont fait appel à nous. Les agriculteurs ont fait appel aux députés, sachant que la région et le département ont mis ce qu'ils pouvaient mettre, que l'État a injecté. Il faut maintenant, et d'ailleurs je vous informe que nous avons pris contact avec monsieur le préfet, que nous en avons parlé au ministre, qui remonte en ce moment où je vous parle, selon les paroles données, puisque la ministre avait laissé son conseiller politique, je crois qu'il est encore ici, puisque j'ai appris que la ministre revient, Mme Guévenoux, à Saint-Barthélemy, demain mardi. Par conséquent, j'ai appris aussi qu'il devrait y avoir une grève générale en Guadeloupe demain. Donc, par conséquent, il faut, puisque l'article 2 du décret de 1964 qui instaurait la canne à la richesse. Vous vous rappelez, Robert Loison avait dit, là, vous mettez canne à la richesse, c'est misère, vous mettez en Guadeloupe. Mais misère là, et il faut face aux choses, pour restructurer la filière, puisqu'il demande un prix pour permettre de travailler, pour restructurer la filière, pour faire en sorte que les rendements saccharines puissent augmenter, eh bien, il faut ce moment-là. Vous y croyez, vous? Ah oui, j'y crois. Je crois qu'on aura une réponse... Sur qui ou quoi vous basez-vous pour y croire? Pour croire à la réponse? Oui. Eh bien, j'ai suffisamment, au moment où je vous parle, moi je crois en la parole donnée, je crois en la parole de l'État, je crois que les actionnaires de Gardel qui sont, puisque M. Philippot est le directeur, mais il n'a pas les coups des franches, qui sont dans l'Hexagone, vont réagir et nous entendrons, nous aurons leur réponse demain, mais il n'y a pas de raison non plus que l'on dise, que certains disent que les agriculteurs fomentent le trouble, sèment le trouble. Il s'agit simplement d'un problème global, d'un problème général. Et je vous, au demeurant, lorsque, par exemple, M. Philippot dit, le directeur général de Gardel, que certainement il y a des petits planteurs qui vont disparaître. Oui, je l'ai entendu dire, oui. C'est vrai ou pas? Mais écoutez, on va voir. Mais ce que je veux dire, c'est que deviendront ces terres? Puisque la diversification tant promise, parce qu'il faut l'aide à la diversification, mais jusqu'à présent, les agriculteurs se battent avec notamment Iguavi. C'est dommage, nous n'avons pas suffisamment de temps, mais on sait que ces terres font l'objet de convoitises et pas forcément pour les plantations. Beaucoup attendent et ça, on le sait, c'est un secret polichinelle. Que ces terres soient libres. Oui. Et pour pouvoir continuer, accentuer une forme de spéculation, parce qu'il y a des hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année en Guadeloupe, au profit de construction et autres. Ben ça, il faut le dire aux Guadeloupéens. Il faut que nous soyons très vigilants. Pour le moment, la canne est sur les terres. Je crois que tant que nous n'avons pas pu réaliser une vraie diversification agricole, il faut que nous puissions nous battre pour que les agriculteurs... Et qui pourra empêcher ces spéculations? Eh bien, beaucoup de terres appartiennent aux Guadeloupéens, mais beaucoup de terres aussi appartiennent... Gardel a une partie de terre, il y a des planteurs qui ont des terres, mais beaucoup de terres appartiennent au département. Ça, il faut le savoir. Et donc, il y a des personnes qui ont des terres mises en disposition par le département. Il y a des terres qui appartiennent à la SAFER. Il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Ouais. À quoi pourraient servir ces terres? Je ne sais pas. C'est pour le moment, moi, j'espère tout simplement que ces terres vont être intégrées dans la grande entreprise de diversification et de marche vers une certaine souveraineté alimentaire agricole en Guadeloupe, et qui permettra justement de travailler en lien avec toutes ces personnes, toutes ces femmes par exemple, qui fabriquent à l'huile de coude, qui sont diplômées par exemple en matière d'agrotransformation. Vous voyez tout ce qui se fait quand vous allez sur les marchés. Ce ne sont pas des vœux pieux. Non, ce ne sont pas des vœux pieux. Il s'agirait pour la Guadeloupe d'avoir un récit guadeloupéen, d'avoir un plan qui soit un plan guadeloupéen, que les Guadeloupéens puissent s'entendre et que nous pour ceux qui ont en charge le développement économique du pays, que nous puissions nous réunir autour de ça et que nous nous regardions en face, parce que dans ce monde multipolaire actuel, où on ne sait pas à quelle sauce nous serons mangés et où nous allons, où c'est d'aucuns, l'Afrique prend un certain nombre de dispositions pour disposer de plus en plus de ces matières premières, où qu'avons-nous? Nous avons très peu de réponses de la part du gouvernement. Qu'avons-nous? Donc il faut que nous continuions. Nous avons des ressources, par exemple, nous avons la mer, nous avons des possibilités d'intensifier, de former au niveau de la pêche,
Nous Une mer où on nous dit polluée par le chlordécone. Une mer polluée par le chlordécone, mais vous savez, il faut intensifier la recherche sur le chlordécone. Moi, c'est un dossier sur lequel je me bats énormément. Et j'ai le docteur, j'ai très confiance dans j'ai une grande confiance dans les chercheurs guadeloupéens. Et là, j'adresse un salut au docteur Sarah Gaspard, qui fait un travail monumental sur la question, aux côtés d'Henri Joseph notamment, sur la question de l'agriculture en Guadeloupe et sur la question de la manière dont on pourrait purifier nos terres. Elle obtient des résultats. Il faut l'aider dans le domaine des moyens pour la recherche. Ça, c'est éminemment important. Et c'est un sujet, le sujet chlordécone, par exemple, et recherche, c'est un sujet qui demanderait une émission à lui seul. Et pas que, il y a beaucoup d'autres sujets. Mais vous m'invitez toujours pour une demi-heure, ça passe tellement vite. Que nous n'avons pas eu à aborder, mais il y a des sujets vraiment très, très prégnants et il faudrait qu'on les aborde. Il faudrait qu'on les aborde. On peut parler du transport. À quel sujet vous pensez? Un sujet sur le transport. Il y a aussi d'autres. Mais il y a des débats qui sont. Il y a aussi la question des catastrophes naturelles, puisqu'on va bientôt être justement dans la saison cyclonique, une saison qui va être apparemment très active. Et il y a des questions prégnantes qu'il faut poser. Donc, Max Mathiasin, effectivement, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir sur une émission plus longue pour aborder toutes ces problématiques. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup.